This is CNN. Le kamikaze du vol Paris-Miami peut être lié à Ben Laden. Richard Reid aurait fréquenté les camps d'Al-Qaïda. Un nouveau faucon à la tête du parti travailliste israélien. Benjamin Ben Eliezer remporte les élections. Un ange passe. Marlène Dietrich aurait eu 100 ans aujourd'hui et le monde du cinéma se souvient. Voici les tout premiers extraits d'une nouvelle cassette vidéo d'Oussama Ben Laden. Des images diffusées cette nuit par la télévision du Qatar Al Jazeera. La chaîne affirme que cette cassette a été enregistrée il y a 15 jours. Sur ces images, l'homme le plus recherché de la planète accuse l'Occident de haïr l'islam. Les événements, dit-il, ont prouvé d'importantes vérités. Visiblement amaigri, une Kalachnikov à portée de main, Oussama Ben Laden indique vouloir faire le point sur la croisade féroce contre l'islam 2 mois après son lancement. Une phrase qui semble signifier que cette cassette a été enregistrée vers le 7 décembre, une cassette qualifiée de propagande terroriste par Washington. Washington qui avait diffusé une première cassette vidéo le 13 décembre dernier, une cassette découverte dans une maison de Jalalabad dans laquelle Ben Laden applaudissait aux destructions des tours. 15 jours séparent donc la diffusion de ces 2 vidéos. En revanche, on ignore quand elles ont été tournées et si l'ennemi public numéro 1 est toujours en vie. Le profil du kamikaze du vol Paris-Miami du 22 décembre prend forme. Né à Londres d'une mère anglaise et d'un père jamaïcain, Richard Reid est devenu Abdelrahim en prison après s'être converti à l'islam. Et c'est ainsi qu'il a rencontré Zacharias Moussaoui, le Français emprisonné depuis le mois d'août aux États-Unis et soupçonné d'avoir participé à la préparation des attentats du 11 septembre. Les 2 hommes se sont connus dans une petite mosquée de la banlieue populaire de Brixton, au sud de Londres. Mosquée tenue par un recteur modéré, mais semble-t-il aussi exploitée par des extrémistes pour y recruter des militants. Reid aurait ainsi appris le maniement des explosifs dans des camps d'entraînement en Afghanistan. Un parcours qui accrédite la piste de l'organisation de Ben Laden, Al-Qaïda. Le secrétaire d'État américain Colin Powell multiplie les efforts diplomatiques pour désamorcer la crise entre l'Inde et le Pakistan. Mercredi, lors d'échanges téléphoniques, il a appelé les 2 pays à résoudre leurs divergences sur le Cachemire par la voie du dialogue. Or, pour le moment, les protagonistes ont manifestement choisi un autre chemin en renforçant leurs troupes de part et d'autre de leurs frontières et en tenant des propos à la fois pacifiques et belliqueux. Après le Premier ministre indien qui, mardi, déclarait ne pas souhaiter la guerre mais être prêt à répondre à toute provocation, son ministre de la Défense a affirmé que les systèmes de missiles du pays sont en place. En retour, le secrétaire pakistanais à l'information a expliqué ne pas plus vouloir la guerre, mais que c'est l'Inde qui faisait monter la tension, tandis qu'un responsable militaire, sous couvert d'anonymat, a promis que le Pakistan n'hésiterait pas à utiliser des armes non conventionnelles. Colin Powell a en tout cas annoncé une mesure susceptible de calmer la partie indienne, l'inscription sur la liste noire des organisations terroristes des 2 mouvements séparatistes pakistanais suspectés par New Delhi d'avoir commis l'attaque du Parlement indien le 13 décembre. L'Inde n'en menace pas moins toujours de fermer les liaisons ferroviaires, routières et aériennes avec son voisin et New Delhi a déjà rappelé son ambassadeur. Toujours pas de répit au Proche-Orient. Des combats ont opposé hier encore des soldats israéliens, des Palestiniens dans la région autonome de Jénine en Cisjordanie. Selon Tsahal, des Palestiniens armés ont ouvert le feu sur une patrouille israélienne après avoir été repérés près des colonies juives de Ganin et Kadim. Une course-poursuite s'est alors engagée jusque dans Jénine où les Palestiniens se sont réfugiés. Des combats ont ensuite éclaté autour de la maison dans laquelle ils étaient retranchés. Aux obus israéliens, les Palestiniens ont répliqué à coups de grenades. Bilan, un Palestinien tué alors qu'il ne participait même pas aux affrontements et 2 blessés. Malgré cette tension persistante sur le terrain, la diplomatie avance. En visite en Ukraine, Shimon Peres a confirmé que les 2 parties étaient tombées d'accord pour reprendre les négociations de paix avec comme point de départ un cessez-le-feu d'ici 6 semaines. Je pense que nous nous sommes écartés du point de non-retour, explique le chef de la diplomatie israélienne, et nous allons d'abord négocier un cessez-le-feu.
Un nouveau chef à la tête du parti travailliste israélien. Benjamin Ben-Eliezer, 65 ans, a remporté les élections organisées hier. L'actuel ministre de la Défense s'est imposé avec une avance de 3% sur son adversaire, le président de la Knesset Avraham Burg. Contrairement au chef de la diplomatie israélienne, Shimon Peres, lui aussi travailliste, Ben-Eliezer a donné son feu vert à la politique répressive du gouvernement d'Ariel Sharon. Il a également approuvé la décision de considérer Yasser Arafat comme hors-jeu. Benjamin Ben-Eliezer a été élu à l'issue d'un second scrutin. Lors du premier vote, il avait contesté les résultats, accusant les partisans de son adversaire de fraude électorale. De nouvelles élections avaient alors été décidées. Bref, les présidents russes et bélarusses se sont rencontrés à Moscou pour envisager la création d'un espace économique commun entre les deux pays. Un projet ambitieux soutenu par Vladimir Poutine et Alexander Loukachenko. Il pourrait aller jusqu'à la création d'une monnaie commune en 2005, qui serait en l'occurrence le rouble. En Argentine, l'activité bancaire était ces derniers jours limitée au strict minimum, le retrait des salaires et des retraites, mais elle devrait reprendre normalement dès ce matin sous la pression de l'industrie et du commerce, alors que c'est l'incertitude concernant l'éventuelle réouverture du marché des changes. L'Argentine en faillite attend l'apparition de sa nouvelle monnaie, l'argentino. Leur nouvelle monnaie, les Kosovars s'y préparent. Après avoir vu le Deutsche Mark remplacer le dinar yougoslave, les habitants de la province sous administration onusienne se mettent maintenant à l'euro. Les transports de fonds ont été assurés sous haute sécurité dans une région encore bien fragile. Berlin et l'Allemagne célèbrent ce jeudi le centenaire de la naissance de Marlène Dietrich, star adulée à l'étranger et controversée dans son propre pays. Dietrich, l'exilée, qui devient américaine en 1937 et endosse l'uniforme pour chanter devant les GIs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dietrich qui passe les 12 dernières années de sa vie à Paris et qui sera finalement et quand même enterrée à Berlin, non sans déclencher quelques polémiques. Une actrice hors pair qui s'est engagée pour la liberté et la démocratie à l'époque du national-socialisme, dira le président allemand en guise d'hommage. Dietrich, l'ange bleu, la femme fatale. À présent, place au sport sur Euronews. Arsenal-Chelsea, le choc londonien du championnat anglais avec Emmanuel Petit de retour à Highbury, mais cette fois sous le maillot des Blues. Chelsea qui ouvre la marque à la demi-heure de jeu. Hasselbank sert Lampard qui trompe Stuart Taylor. Au ralenti, on s'aperçoit que c'est en fait la défense d'Arsenal qui donne des signes de faiblesse. Toujours est-il que ce sont les hommes de Claudio Ranieri qui prennent les choses en main dans ce derby. Les Blues tout près de doubler le score sur corner, mais Ashley Cole est là où il faut, quand il faut. Il sauve sur sa ligne, 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, les Gunners accélèrent et dès la 49e, Sol Campbell reprend de la tête un corner de Pires. Arsenal revient dans la partie, Arsène Wenger est soulagé. Mais si Thierry Henry, meilleur buteur du championnat, échoue sur ce coup franc, c'est un autre Frenchie qui s'illustre. Sylvain Wiltord donne la victoire à son équipe. Le coup franc est repoussé par la défense, mais l'international français reprend deux demi-volées. Claudio Codicini est battu et Arsenal l'emporte 2-1. Succès important des Gunners dans la course au titre de champion d'Angleterre.
Dans les autres rencontres, Leeds et Newcastle ont bien digéré la dinde. Victoire 3-0 respectivement contre Bolton et Middlesbrough. À noter que les 3 buts de Leeds sont signés Robbie Fowler. Son ancien club Liverpool prend les 3 points sur la pelouse d'Aston Villa. Anelka est entré en cours de jeu. Victoire également à l'extérieur de Manchester United. Au classement, Newcastle garde 3 points d'avance sur Arsenal et Liverpool. Leeds est à 4 points, Manchester à 6, Chelsea à 9 longueurs. Prochaine journée samedi. Noël, c'est fini, mais la Sociedad continue de se faire des cadeaux. Le club basque vient de s'offrir Darko Kovačević, l'attaquant yougoslave, signé jusqu'en 2007. Un transfert de 6,6 millions d'euros, un record pour la Sociedad, actuelle 18e de la Liga. La Lazio, son ancien club, conserve cependant 50% des droits du joueur. Kovačević, 28 ans, a déjà joué à la Sociedad, de 96 à 99, puis à la Juve et à la Lazio. Chaque enfant doit grandir en bonne santé dans la paix et la dignité. Des stars du foot, ambassadeurs de l'UNICEF. Tel David Beckham, le capitaine de la sélection anglaise. Plusieurs vedettes du ballon rond se sont engagées auprès de l'UNICEF pour faire du football un véritable moyen de développement. Protéger la jeunesse des pays pauvres et faire respecter les droits de l'enfant. Une mission humanitaire à laquelle participent déjà Pelé et George Weah, notamment en Amérique latine et en Afrique. Le club de Manchester United a déjà débloqué 1,5 million d'euros en faveur de l'UNICEF. L'objectif est clair mais difficilement quantifiable, donner un peu d'espoir à travers le foot aux enfants du monde entier. Toute la planète boxe se pose la même question depuis des mois. Lennox Lewis va-t-il rencontrer Mike Tyson ? Eh bien, il semble que oui, le combat le plus attendu de ces dernières années aura bien lieu, à en croire les agents de Mike Tyson. Le contrat porterait sur 2 combats entre le Britannique et l'Américain. Le premier à Las Vegas, le 6 avril. Le second, dont la date n'est pas encore connue, au Royaume-Uni. 50 millions d'euros, c'est la somme rondelette que les 2 protagonistes seraient certains d'empocher, quelle que soit l'issue des 2 combats. Et puis, une chose est sûre, les agents des boxeurs feront une annonce officielle le 8 janvier. 2 hommes et 2 combats pour 2 ceintures, celle de champion du monde WBC et IBF, entre les mains, pour l'instant, de Lennox Lewis. Les préparatifs vont bon train du côté d'Arras, dans le nord de la France, d'où partira ce vendredi le 24e Dakar. La journée de mercredi était consacrée aux traditionnelles vérifications techniques, les dernières mises au point avant le départ. Arras, Madrid, Dakar, c'est le nom du rallye raid cette année, durera une quinzaine de jours, c'est moins que d'habitude. 5 pays, 14 étapes, 9436 km, dont 3898 de spécial, 170 motos, 118 voitures et 35 camions, 13 femmes, dont Jutta Kleinschmidt, gagnante auto du Dakar 2001. Fabrizio Meoni, vainqueur moto, sera lui aussi de la partie. Les lauréats 2002, eux, seront connus le 13 janvier sur la plage de Dakar. Et c'est tout pour l'actualité sportive. Regard maintenant sur les événements sportifs marquants de l'an passé. En 2001, ils ont enterré leur vie de sportif de haut niveau, le plus souvent pour couler des jours heureux auprès des leurs. Voici les retraités 2001. La loco de Waco pour un ultime tour. Un dernier sprint sur les pistes d'athlétisme du monde entier en signe d'au revoir. Michael Johnson, le roi du 400 et du 200 mètres, tire sa révérence.
Javier Sotomayor s'est retiré un peu contraint et forcé. L'ancienne gloire du saut en hauteur était empêtrée dans des histoires de drogue. Aujourd'hui, il a retrouvé l'air paisible de Cuba, son pays, toujours avec la même devise « Hasta la victoria, siempre ». Mika Häkkinen délaisse les circuits de Formule 1 pour un congé sabbatique. Le Finlandais a évolué aux côtés des plus grands et c'est à bord de sa flèche d'argent qu'il a connu la consécration. 2 titres de champion du monde en 98 et 99 avec McLaren Mercedes. Lui aussi quitte les baquets de Formule 1. Jean Alesi a pris sa retraite après 13 ans de bons et loyaux services, 201 grands prix et 32 podiums. Sa dernière aventure, l'Avignonnais l'a vécue avec Alain Prost, mais le moteur a calé. Elle est la légende vivante du football féminin. Gro Espeseth, figure emblématique de l'équipe norvégienne, championne du monde 95 et championne olympique 2000, retire ses crampons. La faute à un genou qui n'en finissait plus de la faire souffrir. On termine avec l'un des retraités les plus émouvants de l'année, l'un des plus grands sumotori de l'histoire, Akebono perd son chignon. Et maintenant, les rendez-vous culturels en Europe.
Le paradis perdu de l'enfance, entre autres dépeint par un des plus grands maîtres du XXe siècle. Les œuvres de Balthus sont à voir à Venise, au Palazzo Grassi, jusqu'au 6 janvier. Énigmatique, dérangeante, sévère, parfois 200 peintures trempées dans le réalisme magique. Une très belle rétrospective. Un photographe philanthrope à l'honneur du Kunstmuseum de Wolfsburg en Allemagne. Le New-Yorkais Richard Avedon est déjà un classique de la photographie américaine. Du noir, du blanc, mais beaucoup de nuances. C'est jusqu'au 6 janvier. De la photo également à Paris, la Fondation Cartier expose les clichés de William Eggleston, dit l'inventeur de la couleur en photographie. Pas de mise en scène, un zeste de froideur jusqu'au 24 février. Expo événement à Birmingham jusqu'au 20 janvier. Le roi du Polaroid, Richard Hamilton, dévoile 32 années de passion, 32 années de collection. Ce que livrent les instantanés, c'est son propre portrait. Hamilton a sollicité les amis, les copains, les collègues et même les inconnus dans la rue. Pour boucler la boucle, ou presque, la Villa Stuck à Munich honore l'art nouveau et son amour des ceintures et des boucles surtout. Petite, grande ou délicate, précieuse en tout cas, Gürtel schließen im Jugendstil jusqu'au 6 janvier. Et puis une expo d'art contemporain, c'est à Turin, au Castello di Rivoli jusqu'au 27 janvier. La confusion entre fait réel et fiction dans l'art d'aujourd'hui. Tout de suite, un tour d'horizon de la presse européenne. Et on commence bien sûr avec cette nouvelle cassette vidéo d'Oussama Ben Laden, des images diffusées par Al Jazeera où l'ennemi public numéro 1 accuse les États-Unis de haïr l'islam, une cassette dans laquelle le milliardaire saoudien reconnaît une nouvelle fois sa responsabilité dans les attentats, soulignait le País. Cette cassette est arrivée hier soir au siège de la télévision Qatar, qui n'a pas précisé dans quelles conditions. Le Monde revient lui sur l'affaire du terroriste kamikaze britannique du vol Paris-Miami. Les explosifs cachés dans ses chaussures étaient très sophistiqués. Selon le quotidien français, l'homme faisait partie d'un réseau. Son billet d'avion a été payé en liquide alors qu'il ne travaillait pas. Le Monde retrace son parcours. Les autres sont toujours les méchants, titre le Die Tageszeitung en parlant du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Un conflit qui prend une autre tournure depuis les attentats du 11 septembre et la lutte mondiale contre le terrorisme. Chaque camp croit en effet mériter le soutien de l'Occident. C'est un peu le bien contre le mal. Un état d'esprit qui pourrait conduire à une guerre, avertit le journal allemand. C'est exactement l'avis du quotidien russe Kommersant qui écrit que l'Inde et le Pakistan veulent la paix mais préparent la guerre. Les deux frères ennemis sont en train de pointer leurs armes non pas l'un vers l'autre mais vers la communauté internationale et les États-Unis. Une manière selon le journal de montrer à l'Amérique qu'elle n'est pas la seule puissance nucléaire à avoir le droit de faire une guerre. Enfin, toute autre chose avec cet article du Daily Telegraph sur les réfugiés du centre de Sangatte. Après le coup de force de Noël pour rejoindre la Grande-Bretagne via l'Eurotunnel, ils sont prêts à recommencer, affirme le journal britannique. Les CRS français ne leur font pas peur. Certains ont déjà 12 tentatives à leur actif. Et c'est tout pour la revue de presse. Bon jeudi à tous sur Euronews. Et voici le rappel des principaux titres de l'actualité. Oussama Ben Laden de nouveau sur les écrans. Une nouvelle vidéo de l'ennemi public numéro 1 est diffusée par Al Jazeera. Il accuse l'Occident de haïr l'islam. Le kamikaze du vol Paris-Miami est peut-être lié à Ben Laden. Richard Reid aurait fréquenté les camps d'entraînement d'Al-Qaïda où il aurait appris à manier des explosifs. Un nouveau faucon à la tête du parti travailliste israélien. Le ministre de la Défense, Benjamin Ben-Eliezer, remporte les élections. Tension persistante sur le terrain. Tout au long de l'année, Euronews vous a livré les événements comme ils se passent, où ils se passent.
suivre, comprendre, connaître l'actualité en 2002. Restez avec nous. Euronews vous souhaite une très belle année. It's cold, man. I hope you notice that I'm cold in this. I'm good. Et maintenant, un coup d'œil à la météo en Europe. Voici d'abord les prévisions pour les 24 heures à venir sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. Voyons maintenant les prévisions pays par pays cet après-midi. On commence avec la France, la Belgique et les Pays-Bas. Voici ce qui vous attend au cours de la journée. Et les températures dans quelques-unes des principales villes, parmi lesquelles Amsterdam, Bruxelles et Paris. La situation plus au nord sur la Grande-Bretagne et l'Irlande et l'évolution au cours de la journée. Les températures à Londres, Dublin et quelques autres villes. Les prévisions pour la Scandinavie. Et les températures dans quelques-unes des principales villes de cette région pour les heures qui viennent. Voici à présent les dernières prévisions pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et les températures dans les principales villes, notamment Vienne et Berlin. On continue avec l'Europe centrale et orientale. La situation aujourd'hui. Et voici les températures attendues en milieu d'après-midi. À présent, descendons plus au sud avec les prévisions pour la Grèce, la Turquie et l'est du bassin méditerranéen. L'évolution météo en Italie et dans les Balkans pour le reste de la journée. Les températures à Rome et dans d'autres grandes villes. Et voici pour finir les prévisions pour l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord. L'évolution en milieu d'après-midi. Et les températures dans les principales villes. Et si vous voulez plus de précisions pour votre région d'Europe, consultez notre site internet euronews.net.
Vous vivez dans la zone euro, mais savez-vous combien vaut l'euro dans votre monnaie nationale ?